C'est ça le drame de la dureté avec soi-même, c'est que en partie ça fonctionne, mais sur les performances, certaines performances, mais malheureusement ça te bousille la joie de vivre, l'équilibre intérieur. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. Comment on se voit ? Comment on se juge soi ? Comment est-ce qu'elle évolue avec le temps, l'estime de soi ? Vaste et périlleux sujet. Parce que la personne avec qui on passe le plus de temps dans notre vie, c'est nous-mêmes, l'estime de soi est essentielle. Et parce qu'on ne l'entend jamais assez parler, j'ai voulu diffuser sur Nouvel Œil l'épisode de Christophe André au micro de Soif de Sens. Cette semaine, ce n'est donc pas moi, mais Pierre Chevel qui pose ces questions. Les messages partagés par Christophe André sont autant essentiels que l'estime de soi est nécessaire, et il me tenait à cœur de les diffuser en cette période estivale. Dans cet épisode, Christophe André parle d'estime de soi, de confiance et de sérénité. J'espère que cette écoute t'aidera à cultiver l'estime en toi. Salut Christophe, Bonjour Pierre. comment ça va depuis la dernière fois? À peu près pareil. Moi, tu sais, je suis à une période de ma vie où je suis un peu sur des rails, hein. C'est pas comme quand on a 20 ou 30 ans, où tout change d'une année à l'autre. Alors, je te présente en 10 secondes, tu es médecin psychiatre à la retraite et auteur de beaucoup de livres lus partout dans le monde. Et après, l'an dernier, est devenu parler de ton super livre sur la consolation, qui a aidé beaucoup de personnes, notamment d'ailleurs, à traverser des moments difficiles dans mon audience. Tu reviens avec une nouvelle pépite, un nouveau livre sur l'estime de soi qui s'appelle S'estimer et s'oublier, l'estime de soi pour s'ouvrir aux autres et au monde. Alors en fait, l'estime de soi, c'est lié à plein de choses. Vous allez voir la culpabilité, les résultats scolaires ou les compliments. Mais pour commencer, tu définis l'estime de soi en disant que c'est comment on se voit, comment on se juge soi, mais aussi et surtout comment on se traite. C'est ta relation à toi-même. Et tu racontes une anecdote géniale qui illustre ça. Tu peux nous raconter le jour où tu as accompagné tes filles et un groupe d'enfants au bowling? Oui, oui, oui. Ah oui, ça c'est drôle. Au fond, oui, la vie est passionnante, hein. Regarder vivre les humains, les voir réagir. Et effectivement, le bowling, c'était un groupe de gamins donc qui jouaient au bowling entre eux et c'est assez cruel le bowling parce que tout le Tout le monde monde te te voit regarde. Ouais. réussir ou échouer, évidemment. Et je voyais, ce qui m'intéressait là ce jour-là, c'était comment les gamins réagissaient à l'échec. Tu vois, quand tu lance la boule, qu'elle part dans la rigole instantanément, qu'aucune quille ne tremble, etc. Et certains étaient affligés, tu vois, vraiment. Les autres le chambraient un peu, etc. Et ne Ouais. voulaient plus rejouer. Et d'autres Ok. se tournaient, levaient les bras, paradaient par rapport à leur échec, en tout cas montraient qu'ils étaient indifférents et au fond que tout ça n'était qu'un jeu. Et ça m'avait frappé, cette énorme différence par rapport à des enjeux anodins. C'est voilà, Ouais. gagner ou perdre au bowling, on s'en fout, ça changera pas ta trajectoire existentielle, mais ça montre comment tu vas réagir aux échecs. Et j'avais adoré assister à ce petit spectacle des réactions aux échecs des uns et des autres. C'était très, très frappant Et et qui très justement passionnant. peut en dire long sur l'estime de soi. Est-ce que tu es Oui. capable d'être heureux même dans, entre guillemets, un échec, ou est-ce que ça va te paralyser? Comme tu dis, il y en a même qui n'osaient pas rejouer par peur Absolument. d'être jugés, quoi. Absolument, mais ça c'est fréquent, hein, chez les enfants. Beaucoup d'enfants qui ne sont pas sûrs d'eux, qui ont. Même chez les adultes aussi, hein. Mais ça prend naissance chez les gamins pour des trucs, ils veulent pas participer à des jeux de société où on risque de perdre. Un jour, il y avait, je sais plus lequel, Ouais. si c'est une de mes filles ou un de mes neveux, qui m'avait dit: «Moi, j'aime pas les jeux où on peut perdre». Ça dépend, tu vois? Et ça en dit long, ça aussi. J'avoue que moi j'adore les jeux de société, et récemment je me posais cette question de, bah, j'avais gagné, mais en fait je m'étais pas amusé parce que justement j'étais trop en mode compétitif, et j'étais là: «Mais en fait le but d'un jeu ça devrait être de s'amuser, pas forcément de gagner», et du coup ça, voilà, c'est un truc que je garde en tête maintenant de, bah, au lieu d'être focus à tout prix sur gagner,
est-ce que, d'abord je passe un bon moment, quoi? Oui, 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 mais ça, là aussi, ça en dit long. Alors, du coup, non plus seulement sur les personnes, mais sur la société. Ouais, Comment ça se fait qu'on soit dans une société qui va corrompre même les jeux, même le plaisir de jouer? Là, on n'est même pas dans des compétitions sportives où bon, c'est normal d'essayer de oui, gagner, mais voilà, tu fais un jeu de société, un Monopoly, enfin, je sais pas, il y a des jeux plus modernes que ça, ou une partie de cartes, et tu vas te loger dans la tête un espèce de petit logiciel à compétition qui te fout la pression, quoi. C'est très étrange, hein, comment on mmh, doit protéger finalement notre liberté de tout un tas de petites influences toxiques, insidieuses sur la nécessité de gagner, la nécessité de briller. Voilà, mais c'est un boulot passionnant, ça aussi. ouais et des fois, c'est même encore plus drôle de donner un coup de pouce, voilà, quand tu joues à 3-4 à une autre personne et du coup, ça, voilà, ça peut aussi, créer d'autres dynamiques, plutôt que du chacun pour soi et on revient sur l'estime de soi. La personne avec qui on va passer le plus de temps dans notre vie, bah, c'est nous-mêmes. On est aussi, la personne à qui on parle le plus, hein, souvent, dans notre tête. Et tu écris: «C'est une question d'auto-bienveillance. Est-ce que vous vous comportez avec vous-même comme avec votre meilleur ami quand vous échouez? Est-ce que vous vous dites, tu nul, t'es une merde» ou est-ce que vous réconfortez votre pote, vous vous réconfortez? Et à l'inverse, quand vous réussissez, est-ce que vous vous dites: «Moi, tu eu de la chance, mais bon, ça marchera pas la prochaine fois» ou est-ce que, bah, juste vous vous réjouissez pour votre pote? Toi, Christophe, tu racontes que tu as longtemps été très dur avec toi-même, notamment à cause de ton anxiété. Comment tu as appris à ni te surcritiquer en cas d'échec, ni te surglorifier en cas de succès? Oui, oui, ça a été un long chemin. Bah, moi, je fais partie, alors peut-être les choses ont changé, hein, mais je fais partie d'une génération, bah, déjà qui était élevée à la dure, parce que mes parents avaient été élevés à la dure. Donc moi, quand j'étais petit, il y avait un martinet à la maison, il y avait, ça rigolait pas, quoi. Quand on faisait des bêtises, on avait des châtiments corporels, mais c'était comme ça. Nos parents étaient pas plus méchants que les parents d'aujourd'hui, mais ils pensaient que c'était bien, qu'il Mmh, fallait que les enfants soient sévèrement punis quand ils faisaient des bêtises pour pas avoir envie de recommencer. Donc j'ai intériorisé ce système. J'ai compris d'abord que le système était inexorable. Un jour, j'ai une idée de génie, je devais avoir 4, 5 ans, je me suis dit: «Tiens, ben, je vais prendre les ciseaux de la cuisine et je vais couper tous les fils du martinet, comme ça, il y aura plus de martinet». Bon, et beh, c'était une très mauvaise idée évidemment, mais en tout cas, j'ai intériorisé ce système. J'ai cru pendant très longtemps que pour obtenir le meilleur de moi-même, il n'y avait pas d'autre solution que la dureté avec ouais, moi-même. Donc travailler dur, en cas d'échec me punir, pas me dévaloriser, mais en tout cas voilà, m'empêcher de me priver de sorties, me priver de plaisir, me priver de réconfort, me priver de consolation. Alors le problème, c'est que ça marche, mais ça rend les gens anxieux et malheureux. Voilà, c'est ça le drame de la dureté avec soi-même, c'est que en partie ça fonctionne, mais sur les performances, en tout cas, ou ouais, sur certaines performances, mais malheureusement, ça te bousille la joie de vivre, l'équilibre intérieur et cetera, et donc peu à peu, j'ai pigé ça, c'est les rencontres, c'est les autres qui m'ont sauvé, c'est quand même voir fonctionner d'autres humains, des amis, des proches qui visiblement étaient cool avec eux et qui s'en sortaient aussi bien ouais, que moi. Donc je me suis dit: «Bon, il y a peut-être un truc qui m'a échappé», et puis surtout, peut-être le plus important, c'était, aider mes patients. Quand j'ai commencé à être jeune médecin, puis jeune psychiatre, voir comment des patients se maltraitaient un peu, de la même manière, et vu de l'extérieur, tu sais, quand tu as un ouais, je petit vois très recul, une bien. petite distance, tu te dis: «Non, là quand même, je pense qu'ils pourraient faire aussi bien, en étant moins dur avec eux». Donc voilà, ça s'est fait lentement, tardivement, mais c'est vrai qu'à l'époque, alors là aussi, tu sais, aujourd'hui, on critique beaucoup les histoires de développement personnel, voilà, de psychologie à toutes les sauces, et cetera. Bah, à l'époque, on manquait un peu de tout ça, hein, là aussi, c'est vraiment, aujourd'hui, on se rend pas compte, tu vois? Il y a beaucoup de podcasts comme le tien, Soif de sens, et cetera, qui encouragent les gens à réfléchir sur eux, Mmh, à prendre des leçons des autres, à devenir des humains plus paisibles, plus équilibrés. À mais il y l'époque, avait c'était rien avant, quoi, non, il y ouais. avait rien, tu vois? Et même moi qui avais fait des études de psychiatrie, en médecine, on t'apprenait pas ça. On t'apprenait à soigner des maladies, mais pas à être, un humain équilibré, voilà, donc j'ai mis du temps. Ah, c'est très intéressant.
T'écris aussi effectivement d'apprendre plutôt à écouter sa petite voix critique ou ses émotions pour nous alerter, puis de lui demander de se calmer, et puis après décider par soi-même, ok, sans se laisser diriger par cette petite voix critique, et puis après juger des résultats, quoi. J'aime bien cette idée de tirer parti, de s'observer soi-même et de se dire, ok, qu'est-ce que tu as à me dire? Il n'y a pas de souci, t'es ici chez toi, ça reste moi le boss, mais je t'écoute. C'est ça, ben c'est la logique qu'on applique aussi aux personnes anxieuses. Si tu veux lutter contre ton anxiété, il faut pas considérer l'anxiété comme une ennemie. Ouais, L'anxiété, elle vient de toi, elle est fabriquée par ton cerveau, par ta vigilance, par tes idéaux, par tes attentes. Donc, c'est juste une amie maladroite et hyper stressée, l'anxiété. Elle te veut du bien. Elle te dit: j'avoue. «Fais gaffe à ci, méfie-toi, il pourrait t'arriver tel ou tel ennui». Donc, au départ, c'est plutôt sympa, Oui. à part qu'elle te rend fou parce que, tu vois, c'est comme conduire une voiture avec un passager à côté qui n'arrête pas de te dire: Attention, «Attention, attention. aïe, aïe, aïe». Et donc, à un moment donné, il faut dire: «OK, j'ai compris, tu m'as tu m'as dit qu'il y avait tel ou tel problème à l'horizon, ça va, j'ai pigé, je m'organise, maintenant on passe à autre chose». Et ça prend du temps de comprendre qu'il peut y avoir un bon usage de l'anxiété comme petit signal d'alerte, mais qu'il ne faut pas que ça soit elle qui prenne le volant à ta place. Ouais, Et au fond, c'est comme ça avec presque toutes nos émotions inconfortables, ouais, la colère, la peur, l'anxiété, la tristesse. Au départ, elle nous signale qu'il y a un de nos besoins fondamentaux qui n'est pas satisfait, quelque chose qui ne va pas. L'anxiété, c'est le besoin de sécurité, le besoin de contrôle. La tristesse, c'est quand on nous retire quelque chose d'important ou quand il nous semble que ça nous est retiré. Donc, mmh, toutes les émotions, au fond, elles sont connectées aux besoins. Émotions agréables, mes besoins sont en train d'être satisfaits, des besoins fondamentaux sont satisfaits. Émotions désagréables, quelque chose ne va pas, quelque chose dont j'ai besoin ne m'est pas procuré par cette situation. Quand on a pigé ça, déjà, on navigue un petit peu mieux sur la mer des émotions. ouais. Ah oui, effectivement, ouais, se demander, bah, quel est le besoin qui est pas rempli, Ouais, ouais. et plus tu identifies tôt que tu as de l'anxiété, plus tu vas identifier tôt le besoin qui est frustré, et du coup, bah, ça évite que ça devienne un monstre à 8 têtes. Un truc qui m'a marqué sur, l'estime de soi dans ton livre, c'est que souvent, et je crois que c'est prouvé d'ailleurs scientifiquement, mais l'estime de soi diminue à l'adolescence, vu que c'est une période de chamboulement, et augmente jusqu'à 50-60 ans où tu es au max. Donc vraiment, en gros, bah, de 15 à 60 ans quand même, ça monte quoi, puis diminue, doucement en fin de vie. Et je trouve ça tellement rassurant, voilà, pour, la majorité des gens qui sont dans cette tranche-là, qui nous écoutent, de se dire: «Bah, la vie fait que mon estime de moi, en moyenne, va s'améliorer, juste en traversant son lot d'expériences de joie et d'obstacles». Heu, 1, Oui. est-ce que tu trouves ça aussi incroyable que moi? Et 2, est-ce que toi, qui as 67 ans, je crois, tu sens cette légère baisse d'estime de toi après les 60 ans, ou pas spécialement? Alors, il y a plusieurs volets dans la question. Effectivement, donc cet effondrement de l'estime de soi à l'adolescence, bon, c'est assez classique. C'est vrai que Ouais, c'est dur de devenir adulte, donc tu perds la légèreté, les grâces, les insouciances de l'enfance, et puis tu as pas encore le savoir-faire, le recul que peuvent avoir les adultes quand la croissance mentale se passe bien. Donc, c'est une période où on est démuni, dépourvu et fragile. Après, le fait que l'estime de soi, comme en général le bien-être émotionnel augmente avec le temps, c'est logique parce que finalement vieillir, c'est pas un bon plan, quoi, parce que ton corps se fatigue, tu cours moins vite, tu sautes moins haut, tu commences à avoir un peu mal partout, tu as moins ouais, de souffle, bon, et le cerveau aussi ta mémoire est un peu moins bonne, enfin bon, c'est pas une condamnation, mais en tout cas, tu sens qu'il faut faire davantage d'efforts pour rester en forme, quoi. Voilà, ouais, il faut prendre soin de ton corps. Si tu fais la fête, toute une nuit, bah, le lendemain, c'est pas la même chose selon que tu as 20 ans ou selon que tu as 60 ans. Donc bon, OK, on ça c'est clair. Par contre, la chance du vieillissement, c'est, comme tu le disais, l'accumulation d'expériences. Quelqu'un qui a 60 ans a rencontré beaucoup plus d'échecs, beaucoup plus de succès, a connu beaucoup plus de bonheur et de malheur, a rencontré plus de monde, a vécu plus d'expériences que quelqu'un de 20 ans. Donc, s'il en a fait bon usage, s'il a réfléchi à ce que ça lui avait appris, à ce que ça lui avait apporté, à ce que ça lui avait montré, normalement, il est
plus à l'aise avec, la notion d'échec et de succès. Il sait que, bah, l'échec, c'est le loyer de l'action, que si tu c'est même le loyer de la vie, quoi, que si tu fais des choses dans ta vie, si tu avances, bah, tu connaîtras des échecs comme des succès. Tu ne peux pas réussir à tous les coups. Dans les succès, tu as compris que les succès étaient des bons indicateurs d'un certain nombre de qualités, de capacités que tu avais, mais peu à peu, tu comprends aussi que les succès, ils ne sont pas dus qu'à toi, ils sont dus aussi au fait qu'il y a des gens qui t'ont aidé, qui t'ont appris des Mmh. choses, qui t'ont soutenu, que tu as eu un La peu de chance. chance, Donc ouais. voilà, du coup, tu relatives un peu mieux aussi bien la notion de succès que d'échec. Tu arrives à comprendre que ta valeur en tant que personne, que l'estime que tu peux te porter n'est pas seulement liée à tes réussites et que la mésestime que tu peux avoir pour toi ne doit pas dépendre que de tes échecs. Voilà, c'est Ouais. pas parce que tu échoues que tu es nul et c'est pas parce que tu réussis que tu es génial. Mais il faut du temps pour piger ça, il faut la confrontation au réel. C'est les frottements avec le réel finalement qui nous font ouvrir les yeux, hein, plus que les cogitations ou les théories, et cetera. Donc voilà pourquoi, en général, chez la plupart des gens, les choses se passent mieux lorsqu'ils prennent de l'âge. Alors malheureusement, il y a aussi une façon de ne pas progresser, c'est de ne pas accepter le réel. C'est de considérer que, un échec, c'est forcément une catastrophe et c'est forcément la preuve que tu es nul. Et même si tes amis te disent: «Mais non, Pierre, franchement, ça arrive à tout le monde d'échouer, de vivre telle ou telle situation», Mmh. toi, tu te dis: «Ils sont gentils, ils veulent me faire du bien, ils veulent me cacher la vérité, mais la vérité, c'est que je suis nul». Et donc, c'est un péché d'orgueil. On pense qu'on est meilleur que les autres pour se connaître, alors qu'en réalité, il y a des choses qu'on connaît mieux, mais des choses qu'on connaît moins bien. C'est Victor Hugo, qui disait, je ne sais pas comment il disait ça, mais il disait en gros: «On voit les défauts de près et les qualités de loin chez quelqu'un». Et donc moi, je suis le nez sur moi, donc je vois très bien mes défauts, Ouais. mais souvent je vois pas mes qualités. C'est mes proches qui voient mieux mes points forts, ce que je sais faire, ce en quoi je suis doué Ouais. finalement. Voilà, et donc souvent on fait des erreurs et au lieu que les expériences de succès ou d'échec nous nourrissent, finalement, elles ne vont rien changer au regard qu'on a sur nous. Si je réussis, comme tu le disais au tout début, ben, c'est juste que j'ai eu de la chance et ça ne va pas durer. Si j'échoue, par contre, c'est la preuve que je ne vaux rien. Et là, si j'ai ce petit logiciel coincé dans la tête, l'expérience ne me servira pas. Voilà. Et la troisième partie de ta question, l'effondrement en vieillissant, qui me concerne, ben, en réalité, je crois que ça n'est pas une fatalité, que c'est un peu ce qu'on disait sur la forme physique. Et moi, je suis frappé de voir que j'ai des copains plus âgés que moi, donc qui ont Ouais. 70, 75, 80 ans, sont vraiment en bonne forme physique. Ils font du vélo, de l'aviron, de la randonnée. Bon, ils Trop font bien. gaffe, évidemment, ils font Bah, pas oui, du oui. parachutisme ou de la boxe, c'est clair, mais qui ont la pêche et dont le corps fonctionne très bien, dont le cerveau fonctionne très bien. Et c'est quoi le secret? Ben, c'est rester en action, rester en interaction avec les autres, s'intéresser aux gens plus qu'à soi. Quand tu rencontres quelqu'un, poser des questions plus que raconter tes petits soucis, tes petits malheurs. Et je crois que là, ça te permet de pas trop perdre dans Estime. ce Mmh. bon rapport à toi. Donc ça nécessite une attitude active. Mais au fond, l'estime de soi, c'est donc cette bienveillance, ce regard amical qu'on peut avoir pour soi, ça doit se travailler toute la vie, quoi. C'est pas comme la couleur des yeux ou la couleur des cheveux, un truc qui ne changera plus une fois que c'est acquis, une fois pour toutes. Il faut nourrir l'estime de soi, il faut la nourrir par des expériences de vie, par des réflexions sur soi, par des succès, par des échecs. Voilà, mais c'est un boulot sympa. C'est comme la condition physique, finalement. Ça s'entretient Ouais. tranquillement, tranquillement. Pour moi, l'estime de soi, ça reste en partie un truc assez flou auquel, j'ai pas consciemment réfléchi et je pense que c'est le cas pour beaucoup, d'auditeuristes et justement à la fin du livre, un de tes amis raconte que quand il était gamin, voilà, il croyait qu'il avait pas d'estime de soi, de lui. C'était une question qui se posait pas. Est-ce que tu aurais un mot à dire pour, celles et ceux à qui, ça parle peu, ce concept, d'estime de soi? Ouais.
Tu vois, autant tu vois les choses, il y a des choses simples comme la peau, le poids, le souffle, ça, on le voit tout de suite, hein, où c'est situé, comment ça marche, en quel état c'est, mais l'estime de soi, l'intelligence, l'attention, toutes ces fonctions, la mémoire, bon, c'est des trucs un peu impalpables. Bah, je crois quand même que ces trois questions-là que tu évoquais au tout début, comment je me vois, comment je me juge et comment je me traite, Mmh. ça nous montre que ces questions d'estime de soi existent. Au fond, je crois que la troisième est la plus importante. Comment je me traite? C'est-à-dire, comment vous vous sentez après un échec? Alors, en général, la plupart, et quand je dis échec, c'est échouer à un examen, échouer à un entretien d'embauche, échouer dans une mission professionnelle, mais peut être aussi un échec relationnel. Se faire larguer par la personne dont on Des gros était échecs. amoureux, Mmh. voilà, échec sentimental, échec amical, se faire mettre à l'écart d'un groupe auquel on tenait, ne pas être invité à une soirée à laquelle on aurait rêvé d'aller, etc., etc. Comment on réagit? Est-ce que on est malheureux après? Oui, tous les humains sont blessés par les échecs. Faut jamais croire les gens qui disent je m'en fous, je suis indifférent. On est toujours touché, blessé, malheureux, vexé, humilié, tout. Mais après, je fais quoi? Est-ce qu'après, j'essaie de me réconforter, de me dire: «Allez, fais-toi du bien, va voir un bon copain ou une bonne copine, va marcher un peu dans la nature, écoute de la musique, va faire du sport avec tes potes, fais-toi du bien, répare-toi, répare la blessure émotionnelle, soigne-la et après, tu reviendras sur l'échec». Si je fais ça, c'est que j'ai une bonne estime de moi. Ça veut dire que j'ai, un rapport à la fois lucide et bienveillant avec moi-même. Par contre, si après un échec, je me dis: «Je m'en fous, c'est rien, allez, je repars au combat, je repars à l'action», sans avoir pris le temps de reconnaître que j'étais malheureux et de comprendre ce qui s'était passé, Ouais. là, ça veut dire que j'ai un rapport à moi-même qui est un peu bourrin, un peu obtus, quoi, que je veux pas trop tenir compte de mes besoins, de mes faiblesses et que ça m'intéresse pas de progresser finalement, même si je me dis pas les choses comme ça. Donc après, je crois qu'il y a des gens chez qui c'est pas un problème l'estime de soi parce qu'ils ont eu de la chance quand ils étaient gamins. Tu sais, l'estime de soi, ouais, mais les bases se Ouais. mettent en place un petit peu dans l'enfance. C'est-à-dire si mes parents étaient à la fois sécurisants avec moi, dans ce les pédagogues appellent l'amour inconditionnel, hein, voilà, je sens qu'ils étaient fiables, qu'ils m'aimaient, qu'ils m'abandonneraient jamais, tout en me cadrant quand même, tout en me rappelant que j'étais merveilleux, mais que les autres aussi étaient merveilleux, donc il fallait quand même les respecter, les écouter. Si eux-mêmes étaient clairs avec leur niveau d'estime de soi, si après j'ai eu, voilà, une enfance, une adolescence normale, j'avais des copains, je vivais des choses agréables, de temps en temps, j'étais malheureux sentimentalement, de temps en temps, je me plantais scolairement, mais voilà, ça globalement ça allait. Là, les automatismes sont en place. Ces petits réglages de l'estime de soi, ils vont se faire tout seuls automatiquement. C'est comme si on m'a appris à me brosser les dents, quand j'étais gamin, si on m'a appris à manger des fruits et des légumes, voilà, tous ces Ouais. trucs-là, ensuite, c'est plus un effort pour moi. Par contre, évidemment, si, c'était plus compliqué, si mes parents, étaient un peu maladroits avec moi, si j'ai vécu des trucs durs, des persécutions scolaires, des harcèlements, des répétitions d'échecs, enfin des choses qui m'ont un peu secoué, ben là, ça n'ira pas de soi. Donc j'aurai à travailler davantage pour, corriger un peu ces fragilités en moi. Mais donc je comprends qu'il y ait des gens pour qui c'est pas un sujet. Moi, parmi mes proches, dans ma famille, dans mes amis, il y a des gens qui me disent: «Oui, oui, ça a l'air très bien tes bouquins, mais bon, j'en ai pas besoin», sans vouloir te vexer. Et je pense que c'est très Ah possible, oui. pourquoi pas? Ah oui, puis des fois, c'est juste qu'on met pas les mêmes mots sur les mêmes choses, aussi, Aussi. mais oui, il y en a aussi qui en ont pas besoin et ils ont trop de chance. Mmh. Bah, ouais, ouais. Je faisais la blague en off, mais effectivement, pour ceux qui voient sur YouTube, on est habillés pareil avec Christophe André avec un pull rouge, c'était assez drôle de On s'est pas concerté. C'était un régal de lire ton livre pour préparer cette interview parce que tu es le roi des anecdotes et moi, à chaque fois, je vais chercher des anecdotes pour, imager, ces propos un peu abstraits et il y en a une qui m'a beaucoup marqué. Une de tes amies, t'a raconté que pendant que sa fille de 4 ans jouait à la Barbie, elle avait entendu, sa petite fille se dire à elle-même: «Ah, elle est belle Barbie, elle est toute mince, elle a des beaux cheveux,
elle est belle, donc elle a beaucoup d'amis et tout le monde l'aime parce qu'elle est belle. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote? Ouais, ouais, ouais. Ah oui, ça m'avait beaucoup marqué et surtout l'angoisse de cette amie, c'est-à-dire Ah bah en oui, fait, je sais plus trop où les petites filles en sont aujourd'hui avec les poupées Barbie. J'ai l'impression qu'il y a quand même encore beaucoup de poupées qui sont avec des silhouettes de pin-up, hein, mais oui, à un il y a encore moment du boulot. donné, ouais, toutes les petites filles avaient plusieurs poupées Barbie. Alors la poupée Barbie, c'est en réalité, c'est un monstre. C'est une poupée, qui est née à la fin des années 50, à l'époque où on commençait à voir des pin-up, dans les calendriers, dans la mode, OK. voilà et donc c'est une poupée dont les formes ne sont pas humaines. C'est-à-dire on se rend pas compte, mais c'est des poupées qui sont très minces, très élancées, avec des jambes interminables. Et quand des chercheurs se sont amusés à transposer les mensurations d'une vraie Barbie pour OK. voir qu'est-ce que ça donnerait sur un corps de femme existante, de vraies femmes, et c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc déjà, c'est un message mensonger. Autrement dit, le message, c'est la féminité, c'est ça. Et donc, si tu manipules ce genre de poupée quand tu es petite fille, tu intériorises un idéal de féminité que tu ne pourras jamais atteindre. Mmh. Tu pourras jamais être aussi mince, avoir la taille aussi fine, avoir les seins aussi haut placés, les fesses de taille et les jambes aussi longues, etc. Donc, premier souci. Après, l'autre souci que véhiculaient les poupées Barbie, c'est les féministes s'en rendent compte aujourd'hui, mais elles s'en sont rendues compte à l'époque aussi, ça assignait la femme quand même à une fonction secondaire. Je la 1re version de poupée Barbie qui parlait à l'époque, Ouais. aujourd'hui tous les jouets sont truffés d'électronique, mais dans les années 60, c'était une grande nouveauté. Ils lancent une poupée Barbie qui parle, elle a des petits boutons derrière le dos et selon le bouton sur lequel tu appuyais, ta Barbie te disait des trucs. Les trucs que disaient ces premières Barbies, c'était: «Je suis nulle en mathématiques. Tiens, si Waouh! j'allais faire du shopping». Tu fais très bien la voix de Barbie. Ouais, et alors tu vois, il y avait de quoi grimper au rideau quand même, genre: Waouh! «Sois belle, va faire du shopping et surtout ne t'intéresse pas Sois aux pas trop maths et aux intelligente, sciences». quoi. Mais à l'époque, les gens ne se rendaient pas compte à quel point c'était incroyable, quoi, au point de vue de la régression, enfin même pas de l'assignation à rester conne, quoi. Donc voilà, cette poupée Barbie, on lui a fait plein de procès et du coup, le fabricant a un peu modifié les formes, et cetera. Mais en gros, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, heu, sans qu'on s'en rende compte, notre société nous balance des messages sur la perfection, sur avoir un corps parfait, avoir des dents parfaites, avoir des cheveux parfaits, avoir une peau parfaite, avoir un bulletin de salaire parfait, la bonne voiture, les bons vêtements. Mmh. Et l'air de rien, ça fout une pression très importante aux gens, aux citoyens, quoi, d'une société donnée. Et notre société est une société dangereuse pour ça, l'air de rien, parce qu'elle nous pousse à nous comparer les uns aux autres et à nous comparer à des modèles un peu comme les Barbie, à des gens, qui montrent sur les réseaux sociaux tous leurs grands moments, les moments où ils ont bonne mine, les moments où ils sont en vacances dans des endroits géniaux et du coup, tout le monde risque à un moment donné de se sentir un peu inférieur si on se rend pas compte que tout ça, c'est des mensonges. L'être humain, c'est un animal social, comme on dit, c'est-à-dire, les humains, ils peuvent pas vivre seuls. Ils vivent dans des groupes et dans ces groupes, ils se comparent aux autres pour voir s'ils sont dans le coup, quoi, s'ils sont, acceptés dans la moyenne, bon. Le problème, c'est que quand tu te compares à des vrais gens, dans ton groupe de copains, dans ta famille, tes collègues de boulot, tes voisins, bah, tu vois bien que les gens auxquels tu te compares, certains ont des qualités que tu n'as pas. Certains sont plus beaux, plus grands, plus drôles, ils ont une meilleure mémoire alors que tu fais des footings avec eux, ils sont meilleurs que toi au footing. Enfin voilà, donc tu vois bien qu'ils ont des supériorités par rapport à toi, mais tu les connais et donc tu sais aussi, leurs T'en as défauts. par Tu rapport à eux. sais, voilà, que celui qui est très bon au footing, il est un peu chiant et il est pas très drôle, que celui qui est très, très beau, il est très égoïste, bon et donc ça tempère un peu. Les modèles auxquels on se compare sur les réseaux sociaux, on ne voit que leurs qualités, mais pas leurs défauts. Ils te mettent pas un post-scriptum en disant: «Regarde, oui, là, j'étais en vacances, c'était génial à Acapulco avec des gens super sympas. Par contre, j'ai eu la tourista 9 jours sur 10, c'était l'enfer, ça m'a pourri». Voilà, ça, on le dit pas. Et pour finir sur Barbie, tu as répondu quoi à la maman?
Ouais, je lui ai dit: «Écoute, tu sais, Barbie, c'est comme une sorte de pollution. C'est pas parce que tu manges un aliment pollué que tu es condamné à mort. Si tout le reste de ton alimentation est saine, bon, ça va, tu vas t'en sortir et donc si par ailleurs, toi, tu ne t'adresses pas à ta fille que pour lui dire: «Tu es très mignonne, tu as une belle robe», bah, et si tu lui dis au contraire: «Ah, c'est super, tu cours très vite, tu t'es pas Ouais, c'est laissé faire différent. par ton petit copain, tu lui as collé une claque quand il t'embêtait, voilà, tu es super bonne à l'école» ou en tout cas tu si on valorise chez nos enfants d'autres qualités que l'apparence physique, bah, on contrecarre l'effet Barbie. Moi, avec mes 3 filles, moi j'ai eu 3 filles, j'ai pas eu de garçon. Avec mes 3 filles, j'ai fait très attention de ne pas seulement leur dire en tant que papa, ce que je pensais: «Vous êtes très belles, vous êtes super mignonnes». Aussi, je leur disais aussi: «Vous êtes super intelligentes, super Mmh, douées, voilà, vous savez faire plein de trucs». Que l'enfant comprenne que d'abord qu'on l'aime évidemment, mais qu'on l'estime, qu'on le valorise pour plein de choses variées et pas seulement, parce que bien c'est un sûr. vrai petit mec pour les petits garçons et parce que c'est une petite charmeuse pour les petites filles. Voilà, Ouais, il faut varier nos messages d'encouragement aux enfants. ouais. En tout cas, si vous avez des questions sur l'histoire de Barbie, adressez-les à Christophe André, il a l'air assez calé, Oui, oui, sur c'est passionnant. l'estime de soi, elle se voit de 1000 et une manières et notamment quand on s'insulte soi-même. C'est drôle parce que je viens de faire un épisode sur, le pouvoir discriminant des insultes et justement comment insulter, de manière plus éthique et quand on se dit à soi-même, je sais pas: «Mais quel con», juste parce qu'on a fait une petite erreur, bah, c'est quand même assez violent. Enfin, on dirait jamais ça à un pote, comme on disait tout à l'heure. Ouais, ouais. Et moi, je sais que je me dis de moins en moins, même si ça m'arrive, je sais pas: «Oh, je suis trop con». J'essaie de me dire: «Sur ce coup-là, dans cette situation, ce que tu as fait, c'est con. Mais c'est mon action qui est conne C'est ou ça. juste maladroite, c'est pas moi et du coup, c'est pas mon identité». Oui, oui. Et en fait, quand on s'insulte comme ça dans sa tête, X fois par jour, souvent sans s'en rendre compte, bah, bien sûr que ça a un impact sur ton estime de toi. Comment est-ce qu'on peut apprendre à suspendre, notre jugement, par exemple, pour moins s'insulter? Oui, oui, c'est là aussi, tu vois, il y a un proverbe allemand qui dit: «Le diable se cache dans les détails» Ouais, et ces histoires d'estime de soi, effectivement, c'est important de regarder ce genre de petits détails. Je crois que j'en parle dans mon bouquin, mais je sais plus à quel endroit exactement. Une amie, pareil, une amie qui m'envoie un mail, puis elle s'est trompée, elle a pas mis la pièce jointe, enfin un truc dans ce style-là ouais, et classique. je lui dis et elle me répond: «Oh, quelle idiote!» Je dis: «Attends, non, t'es pas idiote, tu as oublié, donc tu es distraite, mais ça a rien à voir avec l'idiotie, ce truc-là. Et tu vois, ça m'avait frappé qu'elle se traite d'idiote pour un oubli, un machin Ouais, bénin, enfin, tu vois, et puis il y avait pas d'enjeu en plus, c'était même pas un mail important. Et donc, je crois que c'est quand on décide de travailler sur l'estime de soi, c'est important de faire la chasse à tout ce qui est dévalorisant. Mais c'est vrai pour soi, c'est vrai pour les autres aussi. Il faut pas traiter les gens d'idiots. Il faut leur dire: «Là, ce que tu as fait là, je comprends pas. Franchement, explique-moi parce que je vois pas ouais, pourquoi tu as choisi cette attitude, tu as dit ça, tu as fait ça. Ça m'a étonné de toi, qui me ouais. semble quelqu'un d'intelligent. J'ai trouvé que ça, c'était des paroles inadaptées». Tu peux dire idiot comme tu disais, c'est pas pareil de parler des personnes et de parler des comportements, hein. Mmh, On dit toujours ça. Quand tu fais une critique à quelqu'un, ne critique pas ce qu'il est, mais ce qu'il a fait. Si tu veux que ta critique soit utile. Si c'est pour faire du mal, insulte. Mais si c'est pour aider la personne à prendre conscience et à changer, là, calibre un peu tes propos et c'est très simple. En général, on vise le comportement et pas la personne. Et c'est pareil pour nous. Alors, donc juste les conseils de Christophe André, c'est si tu veux faire du mal à quelqu'un, insulte-le. bah oui, non mais l'insulte, ça sert à faire du mal. Donc s'insulter soi-même, qu'est-ce qu'on voilà, mais il faut se poser les vraies questions. Oui, Voilà, est-ce que je me veux du bien? Est-ce que je veux m'aider à progresser? Et ou cette personne, si les critiques que je lui adresse, est-ce que c'est pour l'aider à progresser, à prendre conscience ou est-ce que c'est pour la dézinguer? Et après, une fois que tu as répondu à ça, ben tu comprends ouais, mieux comment il faut t'y prendre. Mais ta question, elle est plus compliquée, c'est-à-dire comment on fait pour que ça devienne une sorte de réflexe? Je crois que il y a pas d'autre solution, enfin, que je connaisse, que cette solution en 3 étapes. C'est un, la prise de conscience, s'apercevoir qu'on le fait et qu'on le fait trop. «Quel idiot, mmh. tu con, c'est Bah, ça nul», pour la voilà. pièce jointe, je trouve ton exemple, il est génial parce que si Voilà. jamais tu en as d'autres, hésite pas parce que moi, je me sens vraiment trop con quand ça m'arrive
Ouais, ouais. Alors que si quelqu'un d'autre me dit: «Oups, j'ai oublié», enfin, je m'en fiche, quoi, vraiment. Absolument, voilà. Donc un, prendre conscience. 2, lancer une petite, période de rééducation où on va faire des efforts, de se dire: «Voilà, je vais faire la semaine de l'erreur, ou la semaine de l'échec. Chaque fois que je vais faire une erreur ou chaque fois que je vais faire un échec, je vais subir un échec, je vais me parler poliment». Je vais me dire: «Voilà, Christophe, tu as oublié la pièce jointe, tu es en colère contre toi, mais c'est une erreur. Voilà, c'est pas con, mais tu l'as fait trop vite, tu étais distrait, donc voilà, tu as commis une erreur. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses maintenant?» C'est-à-dire, chaque fois que tu envoies un mail, concentre-toi sur le mail au lieu en même temps de faire d'autres trucs ou de Ouais. téléphoner. Voilà. Donc, faire ça pendant un temps suffisant, et, et puis on va voir peu à peu que ça va s'automatiser. Mais c'est comme ouais, c'est comme quelqu'un qui fait pas de sport et qui veut reprendre le footing, bah, il va en baver pendant plusieurs semaines. Chaque fois qu'il va se remettre à courir, et il va être essoufflé, il va avoir mal aux pieds, il va avoir mal au dos, mais il sait que s'il reproduit les efforts régulièrement, bah, au bout d'un moment, ça sera beaucoup plus cool, tous ces footings. Et le changement vis-à-vis de nous-mêmes, le changement psychologique obéit un peu aux mêmes lois. Prise de conscience, effort répété, puis automatisation, et là, du coup, ça se fait Enfin, naturellement. je trouve la 1re partie, c'est la plus dure de le voir, Ouais. comme, le est-ce que tu aurais 2-3 autres exemples classiques de là où on est le plus violent envers soi-même, soit en s'insultant ou autre, de je sais pas, que tu as observé, chez tes lecteurs ou chez tes patients, pour, que les gens aient plus d'idées, d'images de à quel moment dans leur vie est-ce qu'ils peuvent être plus vigilants? Moi, ce qui me frappe beaucoup aussi, c'est le mal qu'on peut se faire sous l'effet du stress. C'est-à-dire, si je Ouais, suis stressé, fatigué, sous la pression du temps, la moindre contrariété peut me pousser à de la violence envers moi-même. C'est-à-dire pas seulement, dire des choses dures contre moi, mais me faire du mal, donner un coup de poing contre le mur, ou casser un objet de colère, ou insulter des gens que j'aime alors qu'ils y sont pour rien, quoi. Mais il y a des situations où je crois qu'on est en danger, mais en danger, pas forcément en danger de mort, mais en danger de se faire du mal. Et effectivement, c'est toutes les situations où on est bousculé, sous la pression du temps, et au fond, dans toutes ces situations, s'arrêter, se dire: «Fais gaffe, tu te connais, là, tu vas te faire du mal», quoi. Juste un autre petit exemple, ça a rien à plaisir. voir, mais il me semble que c'est la même logique. Moi, je fais du scooter de temps en temps dans Paris. Ouais. Le scooter, c'est un engin dangereux quand tu es, surtout, bon, j'en fais comme toutes les personnes qui ont un scooter, je le fais Tu pour. roules sur une roue arrière, voilà, c'est classique. Non, mais je me faufile entre les bagnoles, je roule sur la voie là, entre 2 rangs de voitures Ouais, pour remonter les fils, enfin bon, tout ce qu'on fait quand on a un scooter, parce que c'est un peu à ça que ça sert le bah, scooter, oui. c'est pas mettre autant de temps que quand on est en voiture, mais et je sais que c'est dangereux, et chaque fois q et ça c'est drôle, hein, parce que je l'ai vraiment automatisé. Avant de monter sur mon scooter, où que j'aille, quel que soit le truc, je me dis: «Calme-toi, si tu es en retard, tu te calmes avant de mettre le contact parce que tu peux mourir», et donc quand tu vas être sur le scooter, tu cesses de penser à ton retard, à la situation, à ce que tu vas faire, tu penses à la vie et à la mort. Voilà. Donc, je crois que chaque fois qu'on est sous l'effet du stress, on peut faire des conneries, et Ouais. que instantanément prendre le stress, d'ailleurs, c'est à ça qu'il sert. Tout à l'heure, on parlait de l'anxiété, mais le stress, il nous dit: «Fais gaffe, ça chauffe en ce moment». Alors ça chauffe peut-être dans la réalité, il y a vraiment des problèmes où ça chauffe dans ta tête, mais en tout cas, que ça soit dans le réel ou dans ta tête, ça chauffe, il y a du danger, il y a de la menace, il y a des problèmes, donc urgence numéro 1, tu te calmes. Et tu fais ce que tu as à faire. Si tu rates ton train, si tu, arrives en retard, ça ne sera jamais aussi grave que de t'être fait renverser par une bagnole, ou que d'avoir insulté quelqu'un, ou que de t'être fait du mal. Enfin voilà, c'est une question en fait de hiérarchiser ce qui est important dans ta vie. Voilà, Mmh. ce qui est hiérarchiser ce qui est important dans nos vies, et je crois qu'un des trucs les plus importants dans nos vies, c'est de jamais nous faire de mal. La vie, c'est un truc difficile. La vie, elle nous fera du mal. Tout ce qui est adversité, souffrance, la vie, elle s'en occupe. Elle sait très bien nous envoyer des obstacles, et il y en aura forcément. Donc, ne te fais jamais de mal, la vie s'en occupe. Toi, prends soin de toi. Voilà. Mmh. Ouais, essayer de rompre des cercles vicieux où parce qu'on est dans cette mauvaise estime de soi, on va Ouais, ouais, aggraver la situation et
et créer, Parce ouais, que un effet oui, boule de parce que neige. c'est ça, excuse-moi, j'ai l'esprit escalier un peu. Les problèmes d'estime de soi, ils se manifestent aussi sous cette forme parfois. C'est-à-dire, je mets l'atteinte de mes objectifs au-dessus de ma santé, de mon bien-être. Il faut à tout prix que tu sois à l'heure au rendez-vous, quitte à me casser la gueule en scooter, quitte à me fâcher avec quelqu'un, quitte à insulter mes enfants parce que au moment où je dois partir, ils ont besoin de moi et je leur en veux. Enfin, non, jamais, jamais ne mets, au-dessus des choses importantes dans ta vie, des objectifs Mmh. ponctuels, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut être je m'en foutiste, hein, mais avoir bien le sens quand Ouais. même de ce qui compte et de ce qui compte un peu moins. Ouais, tu donnes un autre exemple dans le livre qui me parle beaucoup parce que c'est à 100 ma chérie, des fois un problème d'estime de soi, c'est quand tu arrives pas à demander de l'aide parce Ouais. qu'elle a enfin vraiment, elle a trop du mal, même quand elle est malade ou quoi, elle fait: «Mais laisse-moi, j'en sais rien, aller à la pharmacie pour toi ou quoi». Et là, c'est drôle, ne jamais vouloir demander de l'aide, c'est le mélange qu'on retrouve souvent dans les problèmes d'estime de soi. À la fois se dire, je veux pas déranger les autres, je ne mérite pas de mobiliser les autres, qu'on Mmh. m'accorde du temps ou de l'attention, et à la fois, je sais, les autres ne pourront rien faire, moi je sais qu'il y a rien à faire, qu'on peut pas m'aider. Tu vois, un mélange à la fois d'excès d'orgueil et d'excès d'humilité, et c'est souvent un cocktail Ouais. déconcertant, ces questions-là. Mmh. Est-ce que le fait qu'autant de gens, en général, aient une mauvaise estime d'eux et qu'on soit aussi dans une culture de la mésestime de soi, pour toi, est-ce que ça a un lien avec les problèmes, écologiques, de sexisme et cetera? Ou sans virer à l'analyse, voilà, simpliste et psychologisante, de problèmes, ultra complexes, pour autant, mais est-ce que toi, tu vois un lien entre, bah, nos enjeux collectifs et cette question d'estime de soi? Alors, il y a un lien direct, entre le fait que les femmes ont en général des scores aux échelles d'estime de soi plus bas que les hommes. OK, ça c'est prouvé. Ah oui, oui, oui. Alors ça, c'est très éton et ça décroche à l'adolescence. C'est-à-dire les petites filles et les petits garçons, ils se tiennent, Ouais, et à l'adolescence, l'estime de soi de tout le monde se casse la gueule. C'est-à-dire celle des garçons s'effondre et celle des filles encore s'effondre plus. encore plus et ne rattrape jamais. Toute leur vie, les femmes vont moins s'estimer que les hommes. Mais ça a été très bien mis en évidence Ah, ça par m'énerve. certains travaux des féministes. Alors ça, c'était vrai jusqu'à aujourd'hui. C'est en train de changer, on va en reparler. Mais, Ah, OK. et c'est ce réflexe classique que donnent souvent les personnes qui travaillent sur ça. Quand en entreprise, on propose une promotion à un homme, 90 Mmh. cas sur 100, il se dit: «Ah ça y est, enfin, on reconnaît les qualités, bien sûr, je prends, je le mérite». 90 des femmes se disent: «Ah, est-ce que je vais y arriver?» Tu vois? Il y a comme une Ouais, espèce de doute qui s'instille, dans l'esprit des femmes. ouais, le syndrome Donc de ça, l'imposteur. ouais, évidemment, ça s'explique pas par les faits. Quand tu vois les jeunes filles, les femmes, bah, elles sont pas moins estimables que les hommes, elles sont pas moins intelligentes, elles sont pas moins belles, elles sont pas moins ceci, moins cela. Mais c'est simplement notre histoire de tout à l'heure des poupées Barbie, c'est-à-dire on leur a appris qu'elles étaient moins bonnes en maths, on leur a appris qu'elles méritaient moins des postes à direction, on leur a appris qu'elles étaient meilleures à rester chez elles, s'occuper des enfants, faire le ménage, qu'à créer des entreprises. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les autolimitations, ou dans le jargon des psychologues sociaux, l'intériorisation des stéréotypes. Quand tu vis dans une société où on t'apprend que la catégorie à laquelle tu appartiens est une catégorie inférieure, tu finis par le croire. Mmh. Tu finis par en être persuadé. Il y a des tas de travaux très frappants sur ça qui montrent que quand tu fais passer des tests mathématiques à des femmes versus des garçons, si tu dis rien avant le test, les résultats sont pas si écartés que ça. Si par contre, avant le test, tu te débrouilles pour rappeler que en général, les garçons ont des meilleures notes que les filles parce que leur cerveau est plus apte aux mathématiques que celui des filles. OK. Tu dis ça gentiment, discrètement, en disant bon, mais on va tenter de vérifier ça par les tests. Bah, les tests en faveur des filles sont encore plus en défaveur. Autrement dit, leur rappeler qu'elles sont inférieures fait qu'elles se mettent un peu dans le pétrin elles-mêmes, Mmh. elles s'acharnent moins à résoudre, elles sont moins convaincues qu'elles vont y arriver, etc. Donc ça, oui, ça, c'est très bien qu'on en ait pris conscience.
Et notre société, là, les changements qu'on est en train de vivre, c'est passionnant, hein, tout depuis le mouvement MeToo, là, cette accélération, quoi, de la prise de conscience féministe, des discriminations faites aux femmes, etc. C'est un truc, c'est un changement, c'est une mobilisation de plaques tectoniques, hein, c'est une tectonique des plaques, comme on dit, qui est formidable. Et à mon avis, d'ici 20-30 ans, les choses auront beaucoup changé quand même, hein. Il y aura, les femmes auront écrabouillé, quoi, ces espèces de discriminations. Donc ça, oui, ça, il y a vraiment quelque chose de très très important qui se joue actuellement à ce niveau-là, mais de favorable pour les Ouais. femmes, oui. Et niveau écologie, à ton avis, si on avait une meilleure estime de nous, quel impact ça pourrait avoir sur l'état du monde? Alors, il faut voir quel type d'estime de soi on va privilégier. Le problème actuellement de notre société, c'est qu'elle tend à rendre les gens plus narcissiques. Ouais. À leur dire: «Vous êtes merveilleux, vous êtes formidable parce que je le vaux bien, venez comme vous êtes». Enfin, la pub s'est emparée de tout ça. Mais vous êtes merveilleux, vous êtes formidable, à condition d'avoir la bonne marque de fringues, d'avoir la bonne apparence physique, d'avoir les bons codes. Enfin voilà, c'est sous condition de la société de consommation, du succès, de la réussite, etc. Et de Et l'échec en des autres, quoi. ouais, et d'être un winner, d'être un vainqueur dans les compétitions sociales. Et donc, on rend les gens plus narcissiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une haute estime de moi, je me vois plein de qualités, mais aussi que je pense que je suis supérieur aux autres. Et troisièmement, que j'ai des droits supérieurs aux autres. Et donc, notre société tend à fabriquer des gens narcissiques qui sont pas sympas avec les autres, qui pensent qu'ils sont merveilleux et que c'est toujours la faute des autres quand ça marche pas. On a ça malheureusement avec certains parents et leurs enfants. Quand leurs enfants échouent à l'école, c'est pas la faute de l'enfant, c'est pas leur faute à eux, les parents, c'est la faute du maître ou c'est la faute de l'école. C'est, tu vois, cette incapacité à se remettre en question. Et donc, ça, ce genre de société, c'est une société qui fabrique des égoïstes. Alors qu'en fait, les petites révolutions qu'on a depuis une dizaine d'années dans le domaine de l'estime de soi, c'est que la bonne estime de soi, celle qui fait que tu es en paix avec toi-même et que tu respectes les autres, c'est Ouais. pas tout de se dire je suis quelqu'un de bien. Il faut aussi te dire mais tout le monde potentiellement est quelqu'un de bien. Donc tous mes succès, je les dois en partie aux autres. Quand les autres sont en difficulté, c'est normal que je les aide, etc. Là, quand tu as ce type d'estime de soi, tranquille, paisible, tu t'estimes et tu estimes les autres et tu essaies de faire de ton mieux et d'aider les autres. Là, c'est favorable à la démarche écologique parce que tu as une pensée, tu penses pas toujours je, tu penses nous, tu as une Mmh. pensée plus collective, donc tu es capable de comprendre que il faut partager, qu'il faut s'entraider, que l'interdépendance, le fait qu'on dépend les uns des autres, est la donnée clé pour la survie de l'espèce humaine. Mais ça, c'est pas l'estime de soi narcissique, c'est une estime de soi beaucoup plus paisible et équilibrée. Ce qu'on a montré aussi, et c'est drôle par rapport à ces histoires d'écologie à l'envers, c'est que quand tu amenais les gens à s'occuper de la nature, à aller dans les bois, nettoyer les sentiers forestiers, aller sur les plages, ramasser les déchets, etc. Quand tu poussais les gens à agir de manière altruiste pour la nature, tu améliorais le sentiment qu'ils avaient de leur valeur personnelle, tu améliorais l'estime de soi. Donc tout Trop ça bien. est très connecté, tout ça est très connecté, mais il faut aller dans la bonne direction. Si tu ne fais que valoriser les gens, que leur dire qu'ils sont merveilleux et qu'ils sont supérieurs aux autres, là, ils vont s'acheter des 4x4, ils vont continuer les voyages en avion comme des bourrins, ils vont se foutre totalement de Mmh. balancer des bouteilles plastiques. Enfin, je caricature évidemment, mais quand même, c'est un peu ça la voie. Et si au contraire, tu leur dis, vous êtes des gens bien, mais vous dépendez des autres. Donc, respectez les autres, écoutez les autres, aidez les autres. Là, tu vas dans le bon sens. Ouais. C'est marrant. Bah, du coup, tu as dit du jeu nous, effectivement, je viens d'interviewer il y a pas longtemps ton ami, Thomas Dansbourg, sur la réédition de son bouquin là-dessus, donc hésitez Ouais. pas à jeter un coup d'œil, ça forcément résonne fort avec tes messages. Est-ce que tu pourrais nous partager, 2-3 outils pour, améliorer son estime de soi? Tu as parlé du journal intime, de la méditation, on en a parlé à demi-mot, ou juste de réduire les réseaux sociaux, en fait. C'est prouvé scientifiquement que, ça améliore l'estime de Malheureusement. soi, quoi. Ouais, ouais. Bah non, les réseaux sociaux, il faut en faire un bon usage, voilà, d'abord, quantitatif et qualitatif, quoi, Je pense comme qu'on sait tous quand il y a une partie où on kiffe
Et au-delà d'un certain seuil, qui peut être Voilà, différent selon les personnes, c'est décrescendo et ça, absolument. on se Ouais, sent ouais. moins bien après, quoi. Oui, et puis il y a le côté qualitatif, qui je vais suivre sur les réseaux sociaux, Oui, enfin bon, bref, tout ça. Non, les conseils, alors ils partent dans tous les sens, les conseils, mais en gros, ce qu'on a tendance à dire, c'est que si je veux progresser en matière d'estime de soi, il y a 3 grands domaines. Il y a le rapport à moi, le rapport aux autres et le rapport à l'action. Le rapport à moi, on l'a un peu évoqué, c'est le mélange d'exigence et de bienveillance. Je dois être exigeant avec moi, c'est-à-dire, c'est important que je repère tout ce que je peux faire de mieux et que je m'astreigne, que je m'entraîne à progresser. Exigence et bienveillance, mais que je le fasse avec bienveillance, tranquillement. Donc voilà, tu es trop stressé, tu t'énerves trop vite, ou tu es pas assez, je sais pas, généreux, enfin j'en sais rien, tous les petits trucs comme ça, et se dire voilà, donc ça, c'est important que tu changes, mais sans violence, sans t'engueuler si tu n'y arrives pas. Et après, comment changer ces traits de caractère? Ben, c'est assez simple finalement, c'est se donner tous les jours un petit rendez-vous avec soi-même sur le soir, comment tu as traversé cette journée, cet instant de stress ou cet instant de relation avec les autres? Comment comment tu t'y es pris? Est-ce que c'était plutôt satisfaisant, plutôt dans le bon sens? Dans ce cas, mémorise bien ce truc-là. Est-ce que ça n'a pas marché? Dans ce cas, pas grave, c'est normal que ça ne marche pas parfois, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que tu as appris un petit truc de cet échec ou de cette difficulté? Donc, le rapport à soi. Après, le rapport aux autres, c'est très important, c'est-à-dire au fond, la clé, le titre de mon livre, c'est «S'estimer et s'oublier». ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours s'oublier, ne jamais penser à soi. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait le travail de base de l'estime de soi, cesser de me maltraiter, de m'engueuler, avoir un Mmh. rapport sympa avec moi-même, sans renoncer à progresser, me dire finalement maintenant, ce qui va t'aider à continuer d'avancer, c'est de ne pas être toujours centré sur toi. C'est quand tu rencontres quelqu'un, t'intéresser plutôt à ce qu'il peut te dire, ce qu'il a vécu, les histoires qu'il a traversées pour apprendre, plutôt que parler de toi tout le temps, lui exposer à quel point tu es brillant ou tu es malheureux, hein, selon l'état dans lequel on est. Donc s'intéresser beaucoup aux autres, se rappeler que finalement, chaque fois qu'on va admirer les gens, chaque fois qu'on va les aider, chaque fois qu'on va aller vers eux, ça va renforcer l'estime de soi. Ça, c'est très important à comprendre. Moi, l'estime de soi, elle se nourrit pas seulement de mes forces, de mes qualités, de mes capacités, même si c'est important. Elle se nourrit aussi du fait que je comprends que les autres peuvent être des ressources. Les autres peuvent m'apprendre des choses sur moi. Parfois, ils sont plus lucides sur moi que moi-même. Ils vont pouvoir me donner des bons conseils. Ils vont pouvoir m'apporter du soutien, de l'aide. Donc, tout ce lien aux autres est très, très précieux, et c'est vraiment, si je veux progresser en matière d'estime de moi, je vais m'appuyer beaucoup sur les autres. Ça, c'est très, très important de OK. se le rappeler. Et Et le puis rapport à l'action, l'action? Ouais. le lien à l'action. C'est-à-dire, je ne changerai jamais en huis clos avec moi-même, juste en cogitant, en réfléchissant. Il faut que je me lance dans l'action, et donc que j'échoue plein de fois, que j'échoue plein de fois. Je tente d'aller vers des gens, ça marche pas. Je tente d'apprendre le bowling, ça marche pas. Et donc, voilà. Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que ça révèle? Est-ce que ça révèle que je suis nul, ou juste que je suis mauvais, que j'ai pas la bonne technique? Voilà. Et c'est l'action qui va m'apprendre, qui va me donner des informations. C'est pas seulement les cogitations. Donc, c'est les 3 grandes avenues, hein, Ouais. sur lesquelles je peux m'engager. Merci Christophe. Je rappelle Merci que Pierre. ton livre «S'estimer et s'oublier» aux éditions Odile Jacob est dispo, partout en librairie. Je vous mets le lien sur le site des éditions Odile Jacob en description. Et si l'épisode vous a plu, je vous conseille vivement d'écouter ou de réécouter notre premier échange sur comment consoler les humains. C'est l'épisode 85. Ciao Christophe, ciao tout le monde. Au revoir Pierre, au À revoir à dimanche. toutes et à tous. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.